Bonjour mes amis, ce type était mécanicien d'avion, il s'appelle Mauro Venezuela. Sa tête est mise à prix pour 10 000 $ par les autorités américaines. Il n'a jamais été retrouvé, on pense qu'il rôde en Amérique latine, quelque part entre le Chili, le Brésil et les pays environnants. Alors aujourd'hui nous allons parler du crash du vol ValueJet 592. Ce crash particulièrement abominable est arrivé le 11 mai 1996 et c'était un crash particulièrement évitable si des gens avaient utilisé un peu de bon sens et si cette volonté de se faire de l'argent à tous les étages avait quand même laissé un peu d'espace au respect de la vie humaine. Alors, revenons 4 ans avant le crash, 1992, tour de table, il y a des investisseurs qui lancent la compagnie ValueJet. Sur la table, ils ont 4 millions de $. C'est une somme modique quand on parle d'aviation. 4 millions de $, ça ne paye même pas le moteur d'un avion moderne. ValueJet n'a pas l'intention d'utiliser des avions modernes. Ils vont aller faire le tour du monde, le tour des cimetières d'avions à la recherche de vieux appareils. Ils prennent les spécimens les plus dégradés, les spécimens qui sont plus mauvais état, qui sont à la veille d'aller à la casse, et puis ils les achètent pour une bouchée de pain et les mettent en ligne. La mission de maintenance est confiée à Sabretech. Sabretech, c'est des demi-sels, c'est un atelier qui est géré par des hispaniques qui ne parlent pas en anglais, dont les qualifications sont douteuses. Une bonne partie de son travail, 75% d'après certains chiffres, du travail est de toute façon sous-traité à d'autres organismes encore plus douteux. Ces dispositions, bien sûr, plaisent au marché. 1 an après sa fondation, 1993, ValueJet fait son premier vol et 12 mois plus tard, elle est introduite en bourse. Quand le titre ValueJet est introduit en bourse, il prend 30% le premier jour parce que le marché avait besoin de voir à la tête d'une compagnie aérienne des gens qui comprennent la bourse, des gens qui comprennent l'investisseur. Le marché en avait ras-le-bol de ces grosses compagnies qui dépensent beaucoup d'argent, qui prennent un risque financier énorme et qui gagnent presque rien. Le patron de ValueJet passe même à la télévision, passe dans les médias spécialisés, il explique, il donne des leçons, il explique comment aujourd'hui une compagnie moderne doit être gérée. Avec ces dispositions, le titre de ValueJet prend 400% en une année. On se l'arrache. Tout le monde le recommande. Les banquiers le recommandent à leurs clients. Et donc, ValueJet va continuer à grandir. Et très rapidement, elle va commencer à tomber dans l'attention, sous l'attention des autorités de régulation, en particulier la FAA. La FAA, même si généralement c'est pas un secret, la FAA en généralement est au lit avec les compagnies aériennes. Malgré tout, ils ont certaines limites. Ces limites sont dépassées quand ils remarquent que la compagnie ValueJet a fait 129 atterrissages d'urgence. Quand ils découvrent par exemple qu'un avion qui pissait de l'huile a continué à voler pendant 140 vols. Ils ont fait 140 vols avec un avion dont le circuit hydraulique était en train de couler. Ils ont fait énormément de vols avec un avion dont le radar météo était en panne. En 1995, 1 an avant le crash, il y a un DC-9, tourné surtout sur des DC-9, il y a un DC-9 qui met les gaz pour décoller et puis bam, une grosse explosion. Il y a une panne non contenue d'un moteur. Il va arroser la carlingue de bouts de métal. Le décollage est interrompu. 5 personnes sont blessées. Alors, quand les enquêteurs du NTSB se penchent sur l'avion, ils trouvent que l'avion était rouillé en fait. Même le réacteur était rouillé. Je ne sais pas où il a été stocké cet avion-là, mais en tout cas, il était profondément atteint par la rouille. Et la compagnie le savait, mais il continuait à l'exploiter. ValueJet va même aller soumettre sa candidature au ministère de la Défense américain pour le transport de troupes. Le ministère de la Défense disent il n'en est pas question. Ils analysent un petit peu comment cette compagnie fonctionne et disent on veut rien à faire avec vous. La FAA, début 1996, nous sommes 5 mois
avant le crash, la FAA commence même à réfléchir à retirer sa licence d'exploitation à ValueJet. Parce que juste, trop c'est trop. Alors, nous allons arriver au jour du crash. Nous allons arriver au 11 mai 1996. Aux commandes, on a une femme qui s'appelle Candy Kubik. Candy, cette femme-là était une passionnée d'aviation. Elle a commencé à voler quand elle avait 16 ans dans un aéroclub. Mais elle n'a pas eu de chance. Elle est comme beaucoup de gens qui voulaient devenir pilote et qui, après avoir dépensé beaucoup d'argent, fait le tour des écoles, fait le tour des compagnies, plus ou moins douteuses des fois, se retrouvent dans le marché de l'emploi pendant une longue durée. Alors, elle avait été refusée par toutes les grandes compagnies, elle. Et qu'est-ce qu'elle avait fait quelques années auparavant? Elle avait pris une décision qui s'est presque imposée à elle, mais qui, rétrospectivement, était une décision funeste. En fait, dans les années, fin des années 90, 1989-90, il y avait la compagnie Eastern, qui était une compagnie en trouble, et il y avait des grèves. Les pilotes faisaient des piquets de grève. Et puis elle, qui avait déposé sa candidature un peu partout, y compris chez Eastern, un jour elle reçoit un appel, quelqu'un de chez Eastern, oui, bonjour Candy, ça va, comment ça se passe? Ça vous dirait de piloter un Airbus A300? Pour elle, c'était l'occasion unique dans sa vie pour arriver sur un avion de ligne. Bien sûr, elle répond oui. Elle passe à travers les piquets de grève et elle va piloter cet Airbus A300. Plus tard, elle sera harcelée par les pilotes, par les syndicats. Juste même après sa mort dans ce crash, sa famille a été harcelée. Alors, un an plus tard, 91, Eastern, qui était compagnie en difficulté, ferme ses portes. Candy va se retrouver sur le marché, personne ne veut d'elle cette fois-ci. Et là, quand elle va soumettre sa candidature à ValueJet, ils la prennent immédiatement. Mais alors attention, condition, c'est qu'elle paye 9500 $ pour justifier sa formation. Alors ce qui se passe, c'est que il y a des compagnies aériennes, comme ValueJet et certaines compagnies qui volent jusqu'à nos jours, qui font payer les pilotes. Donc ils prennent des gens qui sont désespérés pour trouver un emploi, désespérés pour revenir, pour sortir d'un chômage longue durée, et ils leur disent, écoutez, on vous prend, mais à condition que vous payez. Alors ce paiement va toujours être mis sous une catégorie parce qu'on vous forme, ou parce que on doit vous familiariser avec nos équipements, ou avec nos avions, ou peu importe. Ils les font, non seulement ils les payent au lance-pierre, mais en plus, ils vont exiger d'eux qu'ils apportent de l'argent pour être recrutés. Donc elle paye, elle est recrutée. À sa droite, il y a un gars de 51 ans, mécano aussi, avec un parcours professionnel troublé. Mais les deux sont bons. Les pilotes sont bons. Rien à dire sur leurs compétences. Même s'ils n'ont pas une bonne carrière, ils auraient mérité d'en avoir une. Voilà. Il y a 110 personnes dans l'avion au moment où les portes se ferment. L'avion doit décoller de Miami, en Floride, et aller à Atlanta, donc dans l'état de Géorgie. Dans les soutes, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, dans les soutes, il y a 5 cartons marqués générateur oxy-vide. C'est quoi ces générateurs oxy-vide? Alors, quelques jours auparavant, les ateliers Sabretech avaient reçu quelques avions de chez ValueJet pour leur changer des générateurs d'oxygène. Alors ces générateurs d'oxygène sont placés au-dessus des passagers, il y a un petit compartiment couvert par un cache en plastique, et à l'intérieur il y a une cartouche. Et cette cartouche-là, en fait, elle contient des produits chimiques qui génèrent de l'oxygène lors d'une dépressurisation. Alors lors d'une dépressurisation, il se passe quoi? Ce cache s'ouvre, le masque tombe, le passager le prend, le met sur sa tête, sur son visage, et en fait, par ce geste-là, il va tirer sur un fil. Ce fil-là va aller enclencher un mécanisme qui va démarrer une réaction chimique à l'intérieur de la cartouche. Alors la cartouche, pendant qu'elle est en opération, va dégager de l'oxygène, bien sûr, et elle chauffe à 260 degrés. Alors dedans, il y a quoi? Alors il y a du chlorate de sodium. Chlorate, rappelez-vous les cours du lycée, tout ce qui est chlorate, contient du C fini par ClO3, ClO3-, donc c'est du NaClO3, c'est du chlorate de sodium. Il y a du perchlorate de potassium. Le perchlorate,
KClO4. Il y a du tétrazène. Il y a encore un autre produit chimique contenant du plomb explosif. Et donc, ces produits-là, dans un avion, c'est vrai que... Mais c'est sous contrôle. Rassurez-vous, c'est sous contrôle. Ils sont dans cette cartouche. Les cartouches sont séparées les unes des autres. Oui, la cartouche chauffe, mais tout est sous contrôle. Là, le problème, c'est que pour le vol ValueJet 592, on va se retrouver avec plus d'une centaine de cartouches empilées les unes sur les autres dans des cartons. Alors c'est vrai, c'est des cartouches expirées, elles ont dépassé leur date d'expiration, mais jusqu'à nos jours, il y a des gens qui se font arracher la main par des mines placées là durant la Seconde Guerre mondiale. Ces cartouches sont encore capables de se déclencher. Alors, pour éviter qu'elles ne se déclenchent, durant leur transport, durant leur stockage, durant leur maintenance, il y a, autour du système de percussion, il y a une bague en plastique. C'est une bague en plastique, c'est une bague jetable, et elle accompagne la cartouche durant toute sa vie, jusqu'au moment où elle est placée en exploitation. Donc, une fois que la cartouche est placée dans l'avion, on retire ce cache en plastique. Voilà. Il y a un technicien de chez Sabre Tech qui va aller vers son manager, qui va lui dire, écoutez, je suis un petit peu nerveux qu'on veuille transporter ces cartouches-là, comme ça en vrac, les unes sur les autres, dans des cartons. Il demande à son manager d'installer, l'autorisation d'installer des bagues en plastique sur le système de percussion, donc pour préserver ces cartouches-là et éviter un déclenchement intempestif. Le manager lui dit non, il n'en est pas question. Parce que ces bagues coûtent 3 centimes par bague, c'est des consommables. Si on regarde notre contrat avec le client ValueJet et d'autres clients par ailleurs, les consommables sont à fournir par le client. Nous, on ne fournit pas les consommables. Okay. Le technicien propose une solution alternative. Il lui dit, de toute manière, comme nous installons des cartouches neuves, chaque fois qu'on enlève une cartouche, on place une neuve. Et quand on place la cartouche neuve, on fait quoi? On enlève le plastique de protection. Donc, on a assez de bouchons de protection pour qu'on puisse les réutiliser sur les cartouches que nous avons retirées. Le manager lui dit juste éloignez-vous de ma vue, j'ai pas envie de vous parler, laissez tomber, ça vous regarde pas de toute façon, au revoir. Voilà. Donc, les cartouches sont placées dans des cartons, couverts de plastique à bulles, fermés, et puis le premier technicien mettra sur l'étiquette dehors, parce qu'il faut bien mettre une étiquette sur les cartons qu'on veut envoyer à Atlanta. Alors il met pièces d'avion usagées. Après il y a un autre qui n'aime pas trop ça, parce qu'il se dit c'est un peu vague, est-ce que les gens à l'aéroport risquent d'ouvrir? Bon, qu'est-ce qu'il met? Il met générateur oxygène usagé. Donc l'étiquette change. Un peu plus tard, il y a un autre qui arrive qui va dire oui, mais c'est pas possible parce que oxygène, ça rend nerveux les gens à l'aéroport, ils vont refuser d'embarquer ces cartons. Qu'est-ce qu'il met? Il va changer ça, il va mettre générateur oxy, donc il va pas mettre oxygène, il va juste mettre oxy, et puis il met tiré mais vide, et puis il insiste au stylo très bien sur vide. Voilà. Avec cette étiquette-là, les cartons sont embarqués dans l'avion comme une lettre à la poste. Donc, on les pose sur une roue d'avion qui était transportée aussi. Et donc, dans le manifeste de chargement, c'est écrit effectivement générateur oxy vide. Voilà. Les pilotes signent, tout le monde signe, ferme les portes, bam, on roule vers la piste, décollage. Alors, l'avion décolle et environ 10 minutes après son décollage, il y a le commandant de bord qui appelle et qui dit au contrôleur aérien « On veut revenir à Miami, on veut revenir immédiatement ». Le contrôleur aérien répond « Tournez au 270, descendez à 7000 pieds ». L'avion commence à tourner au radar, il voit, il commence à tourner, descendre. Et après, il leur dit pourquoi. Donc, vous voyez, il privilégie
l'action sur la discussion. Donc, tu veux revenir, tu es dans les instructions tout de suite, et après, quand il y a un moment, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe, combien il y a de personnes à bord, etc. Ils lui disent on a le feu à bord. Voilà. Ils lui disent on a le feu. Et ce qui va se passer à l'intérieur de cet avion est particulièrement abominable parce que le CVR, l'enregistreur de vol, va enregistrer, alors qu'il est plat, les micros sont placés dans le cockpit, il va enregistrer les cris des passagers qui crient au feu. Ce qui se passe, c'est que le chargement de ces cartouches prend feu, en fait. Une des cartouches a été percutée, probablement au roulage, parce que, je vous en parlerai tout à l'heure, probablement au roulage, il y a une cartouche qui a été percutée par les mouvements, cartouches en vrac, les unes sur les autres, très sensibles. Quand les compagnies aériennes font des tests pour laisser tomber des masques, une partie des cartouches se déclenche juste par le fait que le masque tombe, qui est pourtant hyper léger, mais rien que cette force du masque qui tombe suffit pour déclencher la cartouche. Donc pour vous dire. Et la température augmente, et va faire fondre le plancher de l'avion, va faire fondre le plancher. En fait, une fois que le plancher, partie gauche du plancher fond, il y a des gens avec leur siège qui commencent à tomber dedans. Donc il y a une fournaise qui est créée à l'intérieur de l'avion, les uns sont brûlés sous les yeux des autres, et très rapidement, les pilotes vont perdre le contrôle de l'avion parce que, comme tous les câbles et les tuyaux de contrôle et tout ça passe sous le plancher, une fois que le plancher prend feu et commence à s'affaisser et que l'avion se transforme en fournaise, l'appareil, finalement, ce n'est plus un avion vraiment, c'est juste un tube plein de gens et en feu à l'intérieur et qui tombe. L'appareil tombe dans les Everglades. Il tombe dans les Everglades. Vous savez, ce système écologique qui couvre presque toute la partie sud de la Floride. C'est des lacs, des marécages, et en fait, il y a de l'eau, puis la profondeur varie de quelques centimètres à quelques mètres. Et en dessous, il y a une couche de sédiments qui peut s'étaler sur une douzaine de mètres d'épaisseur, en fait. C'est là où l'avion tombe. Les gens au radar, les contrôleurs savent qu'il est tombé, ils ne le voient plus au radar, il a disparu, les pilotes parlaient de feu et tout, ça avait l'air d'être une super urgence, les pompiers attendent sur la piste, personne qui vient, l'avion s'est écrasé. Critter 592, contact Miami approach on corrections, no, you just keep my frequency. Critter 592, you can turn left heading 100 and join the runway 12 localizer at Miami. Critter 592, descend and maintain 3000. Critter 592, Opelika Airport's about 12 o'clock and 15 miles. Immédiatement, il y a un Go-Team du NTSB, donc le bureau d'enquête accident américain, prend un jet privé prêté par la FAA, décolle, arrive en Floride. Au moment où il arrive en Floride, les gens là-bas sont toujours en train de chercher l'avion. En fait, l'avion s'est écrasé à peu près à 3 km du TriStar dont je vous ai parlé il y a quelques jours, du TriStar 1011, qui s'est écrasé à cause de cette lampe qui était grillée, et les pilotes avaient cherché à troubleshooter en vol, et ils ont tellement tellement concentré leur vision, ils avaient une vision tunnel sur ce problème, que l'avion en fait s'est écrasé dans les Everglades. Donc le ValueJet 592 est tombé à peu près 3 km de là. D'ailleurs, quand des gens trouvent des fois des objets dans la région, ils ne savent plus si ça appartient au ValueJet ou bien si ça appartient au 1011 d'Eastern en fait. Alors, quand le NTSB arrive sur place, les locaux sont toujours en train de chercher. Ils n'ont rien trouvé en fait. Ils trouvent juste quelques objets flottants quelque part et une nappe de kérosène qui grandit à vue d'œil. Alors, les recherches vont durer des mois, avec des plongeurs qui plongent dans une eau qui est aussi noire que du café, et ils cherchent à main nue en fait, parce qu'il n'y a aucune lampe, quelle que soit sa puissance, qui peut briser l'obscurité de cette eau-là. Alors, ils remontent des morceaux d'avion, ils remontent des humains autant qu'ils peuvent, et puis ils finissent par arrêter les recherches à un moment donné, mais la plus grande partie de l'avion est encore quelque part enfoui dans les Everglades. L'enquête va révéler quoi? L'enquête va révéler que, parce qu'ils font des reconstitutions, ils prennent
On voit dans le DFDR, dans l'enregistreur de la boîte noire qui enregistre les paramètres de l'avion, il y a deux boîtes noires dans un avion. Il y a le CVR qui enregistre les voix dans le cockpit. Il a une bande qui tourne toutes les 30 minutes. Hein. Chaque fois qu'on arrive à 30 minutes, la marque de 30 minutes, elle commence à réécrire à partir du début. Donc, quand il y a un accident, généralement, il trouve les 30 dernières minutes. Et il y a ce qu'on appelle le DFDR. C'est un enregistreur de vol qui enregistre les paramètres, comme l'altitude, la position des commandes, la position des moteurs, etc. Donc, quand ils trouvent, ils vont commencer doucement à se faire une image. À un moment donné, dans le DFDR, il y a une anomalie. Cette anomalie, c'est que la vitesse et l'altitude vont brutalement changer, vont s'écarter de la normale et revenir très rapidement. Bizarre. L'altitude, la vitesse change pendant une fraction de seconde et reviennent à leur valeur d'avant. Alors ils font des tests. Ils prennent un pneu d'avion, enfin une roue d'avion complète, gonflée de chez Goodyear. Ils placent des cartons de ces générateurs d'oxygène et ils commencent à faire des tests. Donc, ils déclenchent un de ces générateurs, ils voient ce qui se passe. Chrono, top chrono. Donc ils font l'expérience 2-3 fois. Et au bout d'un moment, ce qu'ils voient leur donne une idée exacte de ce qui a dû se passer dans l'appareil. Tac, déclenchement d'une cartouche, top chrono. 10 minutes plus tard. Alors pendant les premières minutes, il n'y a rien qui se passe. Pendant les premières minutes, ça fume. Le chargement est en train de fumer. Il y a de la fumée. Il y a de la fumée, de la fumée, de la fumée pendant 10 minutes. Et au bout d'un moment, il y a une réaction en chaîne qui s'active. Et c'est tous les générateurs qui se lancent en même temps. Et la température augmente à 1800 degrés. 1800 degrés. Le pneu dessous, le pneu sur lequel est posé ce chargement, va exploser. Alors, l'explosion du pneu à l'intérieur de la soute, où les tubes de pression statique et dynamique qui alimentent l'altimètre, qui alimente le badin, le système qui donne la vitesse, passe à côté. Donc l'explosion du pneu crée un changement de pression rapide et ça permet de comprendre à quel instant, donc, parce qu'il y a dans le DFDR cette variation rapide de vitesse et d'altitude, ça permet de comprendre à quel instant le pneu a explosé. Ok. Donc, on sait à quel moment l'avion a décollé. Il a décollé 10 minutes. Il avait décollé 10 minutes avant l'explosion du pneu. L'expérience menée dans le désert montre qu'il faut 10 minutes, elle est répétée plusieurs fois, il faut exactement 10 minutes entre le moment où on lance une cartouche et le moment où le pneu explose. Ça dit quelque chose au NTSB. Ça dit que si l'appareil était équipé d'un détecteur de fumée en soute, l'accident ne serait pas arrivé. Parce que la fumée se déclenche quasiment immédiatement au début de leur expérience. Donc probablement pendant le roulage, il y avait de la fumée dans la soute. Si il y avait eu un détecteur d'incendie, les pilotes auraient été avertis et ils auraient arrêté leur vol et on aurait trouvé ce qui se passe dans la soute. Le NTSB, ça faisait très longtemps qu'il demandait à la FAA de mettre en place une loi qui obligerait les constructeurs d'avions, les exploitants d'avions à installer un détecteur de fumée dans la soute. Mais à cette époque-là, nous sommes en 96, ça n'avait pas été rendu obligatoire encore. Ça sera rendu obligatoire après cet accident et encore, ça prendra des années. D'ailleurs, pour la première fois de l'histoire, le NTSB, dans les facteurs de causalité du crash d'un avion, va mettre directement la FAA dans les facteurs de causalité. Le troisième facteur de causalité de ce crash, c'est la FAA, la défaillance de la FAA qui n'a pas rendu obligatoire les détecteurs de fumée dans les soutes. Il faut savoir que aux États-Unis, tu as le NTSB qui enquête sur les accidents. C'est le Bureau national d'enquête sur les accidents. En France, l'équivalent serait le BEA. Alors que il y a la FAA qui est l'autorité de régulation de l'aviation. Donc c'est la FAA qui donne les certificats de navigabilité aux avions, c'est la FAA qui édicte les règles d'exploitation de ces avions-là, c'est la FAA qui donne sa licence d'exploitation aux compagnies aériennes, etc. Aux États-Unis, il y a une indépendance totale entre le NTSB et la FAA.
Si je prends un pays comme la France, ce n'est pas vrai. La DGAC, qui est l'équivalent de la FAA américaine, et le BA, qui est l'équivalent du NTSB, dépendent du même ministère et ils ont une relation. Un pilote d'Air France me l'a décrite comme étant de la consanguinité. Il y a beaucoup de consanguinité dans le système, dans le sens où il y a des gens qui travaillent là, qui vont aller là, donc c'est très pour eux, hein, des gens qui étaient à la DGAC vont aller au BEA, des gens qui étaient chez Air France ou d'autres compagnies vont finir à la DGAC, etc. Donc il y a une telle consanguinité qui fait que l'indépendance des uns et des autres n'est pas complètement garantie comme ça le serait aux États-Unis. Aux États-Unis, le BA n'hésite pas, le NTSB américain n'hésite pas à taper directement sur la FAA dans ses rapports. Alors, première fois que la FAA se retrouve dans le podium dans un accident. Donc, une fois que l'avion décolle, le feu se déclare, et cette fois-ci, une fois que le feu était visible, c'est clair qu'il ne faisait plus un secret pour qui que ce soit. Parce que là, à ce moment-là, il y a une hôtesse de l'air qui court vers le cockpit, qui ouvre la porte et qui leur dit « il y a le feu, il y a le feu ». Mais là, visiblement, elle voyait le feu. Là, c'était trop tard. On ne pouvait plus, hein, on n'avait plus l'opportunité de le voir quand il était à l'état de fumée. Question. La question que... $1 million. Pourquoi Sabre Tech avait décidé de transporter les cartouches périmées qui valent rien? Pourquoi elle avait décidé de les transformer, de les transférer en Géorgie, à Atlanta? Pourquoi on les avait mises dans l'avion déjà? Pourquoi elles vont pas à la poubelle? Alors oui, elles allaient à la poubelle, mais elles allaient à la poubelle en Géorgie. Elle allait à la poubelle en Atlanta et pas à la poubelle à Miami. Pourquoi? Parce que les autorités à Miami, les autorités de Floride, facturaient une taxe de recyclage de $6,95 par cartouche. Donc, ValueJet et SabreTech, pour éviter de payer les $6,95 par cartouche, et pour éviter de payer les 3 centimes de protection par cartouche, ce qu'elles ont décidé de faire, ces compagnies conjointement, ont décidé donc de risquer la vie des gens et de mettre la poubelle, cette poubelle chimique, cette poubelle explosive, dans l'avion. Pour que, une fois que cette poubelle arrive à Atlanta, qu'elle soit jetée sans payer de taxes de recyclage. ValueJet, dans les jours après le crash, les grands actionnaires ont commencé à vendre, même les fondateurs. Il y a un des fondateurs, il a vendu $1,5 million d'actions parce qu'il savait que c'était la fin. Il savait que maintenant que tous les médias étaient là, les enquêteurs, qu'il y avait une forte, que tout le monde regardait ce que faisait cette compagnie, ils ont compris que c'était la fin des haricots. Le titre se casse la gueule. La compagnie est bloquée au sol pendant quelques temps. Après, elle redécolle, mais avec quelques avions seulement. Et puis, elle finit par acheter une boîte qui s'appelle AirTran. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle merge avec AirTran et le nom ValueJet est supprimé. Mais en fait, tout le monde avait compris que c'était juste pour changer le nom, juste pour essayer de se dissocier, de se distancer de cette histoire complètement. Voilà. Donc, celui-là, parce qu'il y a eu des criminels dans cette affaire, il y a des crimes qui ont été commis, la justice s'en est saisie, parce que là, on n'est pas vraiment dans l'accident, on est dans du criminel. Les ateliers SabreTech n'existent plus, ValueJet n'existe plus, AirTran n'existe plus. Ce gars, qui faisait partie des mécaniciens qui ont décidé de charger l'avion avec ses cartouches, n'a pas voulu, s'est soustrait à la justice, donc il a fui des États-Unis et il rôde quelque part jusqu'à nos jours. Le FBI le cherche. Comme je vous l'ai dit, il y a $10 000 de bounty placé sur sa gueule. À la prochaine.